Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Un train la nuit, c'est beau. Ceux qui le regardent ou même seulement l'entendent passer peuvent rêver de voyage, d'évasion. L'obscurité ajoute à l'aventure. Dans l'ombre, tout est possible, qu'on l'imagine ou qu'on le vive, en le craignant, en l'espérant, en ayant peur. Il y a autre chose dans un train lancé à toute vitesse. Ce monstre d'acier énorme, lourd. Quelque chose d'inexorable. Il ne peut s'arrêter. En tout cas, quand il le faut, pas tout de suite. Il doit freiner pendant des kilomètres et des kilomètres. Si un obstacle se présente soudain sur la voie, il l'écrase. Et si l'obstacle est trop important, c'est l'accident, l'horreur, le déraillement, les voitures renversées, les morts, les blessés. Autre chose encore. Ce train qui roule à plus de 100 à l'heure est un monde clos. Personne ne peut y pénétrer ni en sortir. Un monde pourtant que l'on parcourt, en longeant les couloirs, en traversant les soufflets. Un monde en mouvement, où l'on peut se déplacer soi-même uniquement dans la longueur, comme si l'on circulait dans le ventre d'un serpent. La nuit, de pâles lumières éclairent les compartiments où les voyageurs ont mis la veilleuse. Certains ont fermé les rideaux, les couloirs vides ressemblent alors à de longs boyaux solitaires. On peut s'y retrouver face à face avec n'importe qui. Et celui qui le désire peut se cacher dans les toilettes. Dans certains pays, au Kenya par exemple, des affichettes recommandent aux voyageurs de s'enfermer dans leur couchette, de pousser le verrou pour ne pas risquer d'être victime d'une agression ou d'un vol. En France, autrefois, des compartiments pour dames seules préservaient le sexe faible. Il n'y a plus aujourd'hui que les wagons-lits pour séparer les hommes et les femmes. Dernière remarque, et vous comprendrez mieux le dossier que je vous présente aujourd'hui, une femme qui voyage en chemin de fer est plus vulnérable. Certains hommes s'en doutent-ils? Ou bien est-ce seulement la nuit, l'obscurité, qui les amène à rechercher, en longeant les couloirs, la voyageuse solitaire dans un compartiment? Septembre 1950, gare d'Austerlitz. Il est 22h40. Le train de nuit pour Toulouse via Limoges quitte Paris. Une jeune femme qui paraît avoir 25 ans s'est installée en première classe dans le sens de la marche au coin fenêtre. C'est une petite brune, pas très jolie, les lèvres minces et le nez retroussé. Elle porte un tailleur façon Chanel, sur un chemisier de soie et un collier de perles. Fausse. Elle a acheté un magazine et emporté un roman. Mais le journal, comme le livre, sont posés sur la banquette à ses côtés. Le regard vague, la voyageuse semble pour l'instant se laisser aller à je ne sais quelle rêverie. Dans le couloir, un commerçant de Cahors, Louis Cauvin, fume sa pipe en regardant défiler les pavillons de banlieue endormis, éclairés seulement par les lampadaires des rues désertes. Le train roule maintenant plus vite. Le paysage n'est plus qu'une immensité noire, trouée seulement de temps à autre par une lumière dans le lointain. Louis Cauvin secoue sa pipe dans un cendrier. En retournant dans son compartiment, il remarque, dans celui qui est voisin du sien, la jeune femme seule, toujours abîmée dans ses songes. « Vierzon, 5 minutes d'arrêt !» Il est 1h15 du matin. Le quai est presque désert. De rares personnes descendent du train où ils montent. Qui peut bien voyager ainsi au milieu de la nuit? Un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un imperméable, longe le couloir du wagon de première. Il passe devant le compartiment où Louis Cauvin est installé, bavardant avec un libraire parisien dont il a fait la connaissance, Jean de L. Il s'arrête comme s'il allait entrer là. Non, il ira plus loin. Le compartiment voisin est celui de la jeune femme solitaire. Le suivant est vide. Y étant parvenu, l'homme à l'imperméable, décidément hésitant, se ravise, revient sur ses pas et va s'asseoir
en face de la jeune femme. Il a enlevé son imperméable, l'a posé près de lui, à même les coussins. Dans le filet, sur sa valise, il a mis son chapeau, un feutre marron, visiblement usagé, cabossé mais propre. « Oh, pardon, madame !» En croisant les jambes, il vient de heurter le pied de la jeune femme assise en face de lui. Volontairement ou pas, en tout cas, celle-ci n'a rien répondu. Elle a tourné la tête et, à travers la vitre, plonge son regard dans le néant de la nuit noire, désirant sans doute échapper au sourire que lui prodigue son vis-à-vis. Tout cela, Louis Cauvin l'a vu, étant à nouveau sorti dans le couloir pour se dégourdir les jambes. Le train a repris de la vitesse. Le temps s'écoule. Les voyageurs s'assoupissent, bercés au tempo lancinant du bruit que font les bogies en passant sur les jointures des rails. Parfois, un coup de sifflet de la machine rompt la monotonie de ce fond sonore, le roulement des wagons et le souffle du vent. Voilà Châteauroux puis Limoges. Il est 4 heures du matin. Après des arrêts, quelques heures et léger tamponnement quand le train redémarre, recommence toujours le même ronron, cette musique des chemins de fer dans la nuit. Soudain, le grincement des freins serrés à bloc augmente le vacarme. Les wagons, brutalement ralentis, trépident et se heurtent. « Au secours !» hurle dans le compartiment où se trouvent Louis Cauvin et le libraire une femme qui vient d'y pénétrer. « Au secours ! On a voulu me chloroformer !» C'est la jeune femme du compartiment voisin. « Mais calmez-vous, voyons, madame. Qu'est-ce qui vous arrive ?»« J'ai tiré la sonnette d'alarme. »« Mais vous n'êtes pas blessé ?»« Non. On vous a volé ?»« Je ne sais pas. Oh, c'est affreux, c'est épouvantable !» Le train a stoppé en pleine campagne. Le libraire Jean de Helle et Louis Cauvin raccompagnent la jeune femme dans son compartiment. L'homme à l'imperméable a disparu. « Mais il était là !»« Qui ça ?»« Celui qui a voulu me chloroformer. Vous sentez l'odeur ?»« En effet. Et tenez, regardez, là, sur le coussin, à côté de l'endroit où il était assis. Vous voyez, il y a une auréole. » Il aura dû renverser le flacon. Arrive le contrôleur. « Qui a tiré la sonnette d'alarme ?»« C'est madame, quelqu'un l'a attaqué. »« Oui, il m'a mis un tampon avec une drogue sous le nez. Heureusement, j'ai réussi à baisser la vitre. J'ai pu respirer. » Le train, maintenant, est reparti. « Vous descendez où, madame ?» demande le contrôleur. « À Brive. »« Je vous accompagnerai au bureau du chef de gare pour votre déclaration. »« Ah, parce qu'il faut que je fasse une déclaration. » « Évidemment. »« Vous pouvez déjà me donner le signalement de votre agresseur. » La jeune femme semble hésiter. « Oh, vous savez, c'était un homme quelconque. » « Comment était-il habillé ?» Seuls les autres voyageurs s'en souviennent. « Il portait un imperméable et un chapeau marron. »« Ah oui, confirme la jeune femme, je m'en souviens, un imperméable. » Et comme si elle sortait d'un rêve, se le remémorait au fur et à mesure de son récit, elle donne peu à peu une foule de détails, trop de détails. « Vous raconterez tout cela à la police, madame ?» interrompt le contrôleur. « D'accord, mais c'est pour dire une femme seule la nuit dans un train. Je lui ai trouvé tout de suite un drôle d'air à ce type. Et il me faisait des sourires encore. » Le train arrive à Brive. L'aube commence à poindre. Tout baigne dans le gris. Le contrôleur retrouve sur le quai la voyageuse agressée qui vient de descendre de son wagon. « J'ai fait tout le train, madame. Je n'ai vu personne qui corresponde au signalement que vous nous avez donné. Ça ne m'étonne pas. Vous pensez bien que cet individu, après son mauvais coup, se sera sauvé. Il est peut-être descendu à Userche. Ah, écoutez, ne me parlez plus de tout ça, monsieur. Je vous en supplie, ça finit par me tourner la tête. Il faut pourtant que je vous accompagne au bureau du chef de gare. Il le faut vraiment? Hélas, oui, madame. C'est dans votre intérêt. Dans un grincement, un bruit de ferraille, le train quitte Brive en direction de Toulouse, laissant là, dans le petit matin, une femme qui se souviendra de cette nuit-là. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. La petite ville de Saint-Yrieix, près de Limoges, est en émoi. On vient d'arrêter un ouvrier honorablement connu, père de 5 enfants, Maurice B. Et vous savez pourquoi? Non? Mais c'est sur le journal! Il a attaqué une femme dans le train de Paris. Maurice, allons donc. Si. Il a essayé de l'endormir avec un tampon d'ouate et de chloroforme. La bonne femme n'est même pas jolie, regardez. Vous avez vu la photo? C'est une gamine.
Oh, quand même pas. Oh, qui sait? La belle-fille d'un juge, monsieur, à ce qui paraît. Quelqu'un de haut placé à Paris, alors vous comprenez, ils ont mis les petits plats dans les grands pour retrouver son agresseur. Et ils ont arrêté Maurice. Comme si c'était son genre. Tenez, moi, ça me fait rigoler. Ah, il fera avoir bonne mine. Pour l'instant, Maurice B. est en prison à Limoges. Il proteste bien sûr de son innocence, mais inutilement. Par la fenêtre de sa cellule, il entend au loin passer les trains. Il peut rêver aux belles voyageuses assoupies, madone des sleeping, femmes fatales qui vous entraînent en enfer. Ah oui, il se souvient bien de son amie d'une nuit. Et elle. Il a essayé tout de suite d'engager la conversation, raconte-t-elle à la police. Il m'a fait du pied en s'excusant hypocritement. Il avait toujours une main dans la poche de sa veste, comme s'il tenait quelque chose. Son flacon de chloroforme, sûrement. Je lui ai dit « Ça sent une drôle d'odeur, vous ne trouvez pas ?» Il m'a répondu « Oui, c'est à cause des freins quand ça chauffe. » À un moment donné, il m'a demandé la permission d'éteindre la lumière et d'allumer la veilleuse. Alors j'ai dit oui, croyant qu'il allait dormir et me laisser tranquille, mais pensez-vous, il avait son idée derrière la tête. Une drôle d'idée, pense Maurice dans sa prison. Ah, j'ai vraiment une idée stupide en m'installant dans ce compartiment. Mais c'est vrai pourtant, c'est moins triste de voyager en compagnie de quelqu'un, d'une jeune femme surtout. C'est plus agréable à regarder qu'un vieux bonhomme. Il était assis juste en face de moi, continue la belle-fille du juge. Quand la lumière a été éteinte, je me suis mise à somnoler. Il a dû changer de place, venir à côté de moi. Et tout d'un coup, j'ai senti sa main sur ma bouche avec du coton. Il pensait m'endormir pour de bon. Vous imaginez la suite, c'est facile dans un train la nuit quand il n'y a personne. Ah oui, Maurice était dans le train cette nuit-là. Ça, il ne peut pas le nier. Il revenait d'aller voir sa vieille maman qui vit seule à Vierzon. Pourquoi en première classe, alors qu'il avait un billet de seconde? Ben, il y avait beaucoup de monde en seconde. En première, il y a davantage de place et souvent de jolies femmes à voir. Il n'y a pas de mal à ça. Quitte à payer le supplément si le compte leur passe. C'est pas forcé. Si on reste pas trop longtemps et qu'au bout d'un petit moment, on retourne en seconde. Et si on est pris, on n'est pas ridicule quand on est bien habillé. Maurice avait ses vêtements du dimanche. Quant à son imperméable et à son chapeau, il sortait tout juste du pressing. Et c'est tout ce qu'on a trouvé comme preuve. Un impair et un chapeau pour inculper un pauvre type qui n'a jamais rien fait de mal et qui a 5 gosses à nourrir par-dessus le marché. En attendant, c'est son impair et son chapeau qui ont permis de le retrouver. Ah, il peut toujours nier, n'empêche qu'il était dans le train. Et c'est pas la première fois que dans le train de nuit, il y a des femmes qui se font avoir. L'opinion publique s'échauffe dans la région de Limoges. Chacun imagine à sa façon ce train de Paris. Paris, la ville de tous les vices, et ces Parisiennes solitaires dans leur compartiment de première classe, bien habillées, à la mode. Que font-elles la nuit, seules dans le train? Où vont-elles? La plaignante, Madame G, la belle-fille du juge, se rendait en vacances en Corrèze. Elle avait besoin de repos, elle qui ne travaille pas. Et bien sûr, c'est l'ouvrier, le travailleur, qu'on accuse. La Ligue des droits de l'homme intervient en faveur de Maurice B. et demande sa mise en liberté provisoire. La demande est rejetée. Le juge d'instruction estime que certains points sont obscurs. Il interroge le prisonnier. « Où étiez-vous quand Madame G a tiré la sonnette d'alarme ?»« Mais j'étais parti depuis longtemps. »« Enfin, pourquoi ?»« Parce que j'étais en première et que j'avais un billet de seconde. » De toute façon, quand le train a stoppé en race campagne, après Limoges, Maurice B. n'y était plus. Puisqu'il se rendait à Saint-Yrieix, il avait dû descendre à Limoges. Et alors quoi, Madame G aurait tiré sur la sonnette 1 quart d'heure au moins après avoir été agressé? À moins que Maurice B., subjugué par le charme de la voyageuse, ait laissé passer Limoges, puis ait décidé de descendre à la station suivante. Possible, mais peu probable. Il aurait agi plus tôt, bien avant Limoges. Le train n'attend pas, lui. Il roule, irrémédiablement, traversant la nuit de part en part, sans se soucier de ses fantômes. Les hésitations du juge d'instruction indispose la presse qui explique l'attitude du magistrat par les ordres, comme on dit. Les ordres reçus de ses supérieurs en raison des liens de famille qui existent entre la jeune femme soi-disant agressée et les hautes instances de la magistrature. À Saint-Yrieix, où résident la femme et les enfants de Maurice B., tout le monde s'attend à le voir rentrer au bercail d'un jour à l'autre. Mais 1 semaine passe, puis 2. On commence à s'énerver. Le patron de Maurice, qui dirige une teinturerie, se fâche. Moi, je vais aller le voir, juge d'instruction, et je vais lui dire 2 mots. Il se rend à Limoges. Le juge le reçoit. C'est très bien de votre part, monsieur, de défendre votre employé. Il ne peut pas être coupable, dites-vous. Vous répondez de sa conduite.
Mais cette odeur, l'odeur du chloroforme que tout le monde a constaté, le contrôleur, les voyageurs du compartiment voisin, même lui, Maurice B., a reconnu qu'il y avait une odeur dans le compartiment. Il a dit qu'elle était provoquée par les freins. Ou par autre chose. Mais quoi donc? Vous avez arrêté Maurice B. parce qu'il portait un imperméable et un chapeau. Oui? Enfin, on l'a retrouvé grâce à ça. Cet imperméable et ce chapeau, monsieur le juge, au lieu de l'accuser, innocente, mon ouvrier. Tiens donc! Voilà autre chose. Eh oui. Son imperméable et son chapeau venaient d'être nettoyés chez moi, au trichloréthylène. Vous savez ce que c'est? Non. Eh bien, ce produit possède certaines caractéristiques du chloroforme sans en avoir la nocivité. Ce n'est pas étonnant si ça sentait le chloroforme dans le train. Mais la tache sur les coussins, vous l'avez fait expertiser? Non. Bah alors faites-le. Cela m'étonnerait beaucoup que ce soit une tache de chloroforme. Grâce à l'intervention de son patron, Maurice B. est libéré. Madame G., sa prétendue victime, ne proteste pas. Quand elle rentrera de vacances reposée, elle prendra un train le matin. À la lumière du jour, ses fantasmes ont moins de chances de prendre forme. La nuit, l'imagination travaille. Il suffit d'une odeur de chloroforme pour croire à des choses. Des choses que l'on craint ou que l'on espère tout à la fois. Alors ça y est, Maurice, t'es sorti de prison, lui dit un copain, c'est pas trop tôt. Fais gaffe la prochaine fois quand tu prendras le train. Tu parles. Je monterai plus que dans les compartiments bondés. Maurice B. a repris son travail à la teinturerie, à la satisfaction de tout le monde. Quelque chose est curieux tout de même. Quand il rentre chez lui le soir, quand il s'arrête au bistrot pour l'apéritif, certaines personnes le regardent d'un drôle d'œil. Des femmes surtout. Des mères de famille usées par leur travail quotidien, pas très jolies. Des hommes aussi. Professeurs de morale, même si dans leur vie quotidienne, ils ne donnent pas tous les jours le meilleur exemple. Ces personnes pensent-elles que Maurice B., malgré tout, dans le train de nuit Paris-Toulouse, a profité de l'obscurité pour... Non! Pas exactement. Mais, on l'a accusé, n'est-ce pas? Même à tort. Le fait d'être soupçonné prouve que l'on peut être coupable un jour, ou qu'on l'a été. Et cela, en vertu du plus mensonger des proverbes français, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Je suis certain que vous avez un avis, une opinion sur ces bateaux qui, en Méditerranée, vont porter secours aux migrants qui se lancent dans la traversée de l'Europe. Vous trouvez ça formidable ou détestable? Eh bien, voici une histoire qui va vous aider à vous forger une opinion étayée. L'histoire d'Antoine Laurent, qui un jour quitte son métier d'officier dans la marine marchande pour embarquer sur l'Aquarius, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée.
Il raconte son aventure dans un livre paru aux éditions Kero, Journal de bord de l'Aquarius. C'est de ce livre que j'ai tiré cette histoire et c'est lui qui débriefera son propre récit dans une interview que vous retrouverez dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Tugdual de Dieu le veut, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je suis à bord de ce qu'on appelle un navire de prospection sismique, l'Alizé. C'est un bateau qui, pour la compagnie Exxon, sonde les sous-sols marins des Caraïbes à la recherche de pétrole. Je suis lieutenant et j'assure le quart 9 heures par jour. Et comme tous les soirs, je suis en passerelle, dans le noir, à surveiller les instruments de navigation et à donner des instructions par radio aux rares navires alentours. Ségovia pour Alizé. Can you give me your intention, please? Cette nuit-là, disons que l'atmosphère est propice à la réflexion. Je viens de passer 7 ans à apprendre à faire fonctionner toutes sortes de navires, dans toutes les conditions, et avec n'importe quel équipage. 7 ans qui m'ont apporté un salaire confortable, un sentiment d'utilité et un quotidien agréable. Mais ce soir, j'ai le sentiment que ce cycle doit s'achever. Mon travail me semble insensé et mon engagement insincère. Je ne veux plus consacrer ma jeunesse à la recherche d'hydrocarbures. Je ne veux plus contribuer à la recherche d'une substance dévastatrice. Mais je ne veux pas jeter ce que la mer et Exxon m'ont appris. Tout ça a fait l'homme que je suis. Alors comment reconvertir intelligemment ce capital? Je profite du temps passé en mer pour lire la presse. Et durant l'hiver 2015-2016, je suis interpellé par la crise des réfugiés en Europe. Je suis frappé par le manque de solidarité envers ces exilés. Ces gens qui sont nés du mauvais côté de l'histoire. Ces familles entassées dans des embarcations précaires, à la merci des caprices de la mer. En tant que marin, je ne peux pas être insensible à ces scènes irréelles. Au vent glacial qui pénètre dans la peau, aux vagues qui remplissent méthodiquement le fond du bateau. Alors, puisque ces gens meurent injustement en mer, est-ce que moi, qui connais la mer, je ne pourrais pas partir en mission de sauvetage? Attention, hein, ça n'a rien de politique. Rien. Je sais que des opérations de sauvetage sont organisées en mer. Je viens de tomber sur un article qui parle d'une association franco-allemande, SOS Méditerranée. Elle veut lancer un navire de sauvetage entre la Libye et l'Italie. Est-ce que mes compétences ne pourraient pas être utiles dans ce genre de mission? Alors je prends contact avec eux. Oui, voilà, je suis lieutenant dans la marine marchande et je voulais vous proposer mes services. Je vous remercie infiniment, mais la mission est en cours de lancement, les équipages sont déjà constitués, en tout cas pour le moment. Et donc, ma candidature est rangée dans une liste d'attente incertaine. Mon bateau, l'Alizé, est de retour à Dunkerque. Alors je vais saluer mon commandant. Passez de bons congés, Antoine. Et sachez que ça me fera très plaisir de vous recroiser sur une mission. Vous savez, je crois que je vais pas passer plus de temps dans l'industrie maritime. J'ai besoin de donner du sens à l'énergie que je dépense. Quand je dis ça à ma compagne et à mon entourage,
Ils sont un peu surpris de me voir quitter un poste aussi rémunérateur pour une activité de volontariat. Mais moi, je n'ai pas l'impression de faire un sacrifice qui mérite des félicitations. Un soir d'avril, le responsable du recrutement d'SOS Méditerranée m'appelle. Oui, une place se libère à la fin du mois et la directrice voudrait s'entretenir avec vous. À Paris. Eh bien, on y va. Alors, est-ce que vous vous sentez capable, monsieur, de faire face à une situation de stress intense, telle que vous serez probablement amené à en rencontrer à bord de notre bateau, l'Aquarius? Bah, écoutez, je crois pouvoir faire confiance aux réflexes que j'entretiens depuis l'âge de 5 ans, quand j'ai commencé à naviguer sur des bateaux. Mais s'il me lâche, il faudra certainement aller chercher très loin au fond de moi. Là où, je vous l'avoue, je ne suis jamais allé encore. Hein. Donc, pour vous répondre franchement, j'en sais rien. Elle me donne rendez-vous à Trapani, en Sicile, à la prochaine escale de l'Aquarius. Je découvre l'Aquarius amarré au cœur du centre-ville. Il a débarqué la veille 122 rescapés. C'est un bateau modeste par sa taille, 77 mètres de long, mais belle allure. Il est âgé de 39 ans. Il appartient à un armateur allemand et SOS Méditerranée l'affrète pour quelques milliers d'euros par jour. Bien Antoine, je vous présente le commandant. Il s'appelle Alexander. Il est biélorusse. Bonjour Alexander. Здравствуйте, Antoine. Il est secondé par 2 officiers ukrainiens, aussi rustres qu'adorables. 3 mécaniciens viennent de l'Europe de l'Est. Le Bosco est philippin. Et les matelots ghanéens. Et il y a une chose qui me surprend beaucoup. Ils ne s'intéressent pas vraiment à la cause des réfugiés. Alors que moi, je pense qu'il faut épouser l'esprit de l'engagement humanitaire. Bon alors Antoine, je vous explique. L'Aquarius a commencé ses opérations au large de la Libye en février dernier. À ce jour, il a déjà répondu à 6 appels de détresse. Je crois il a secouru 917 personnes. Pendant ce temps-là, les pièces du moteur que les mécanos attendaient sont arrivées. Il est temps de lever l'ancre et d'embrasser le large. L'Aquarius vient de se positionner dans les eaux internationales à une quinzaine de milles des côtes libyennes. C'est ici que la majorité des naufrages sont enregistrés. Pour l'instant, aucune alerte. Mais les embarcations en détresse peuvent surgir à n'importe quel moment. Il faut rester vigilant en permanence. C'est-à-dire de jour surveiller l'horizon à la jumelle et de nuit le radar. Moi, je prends mon quart à 5 heures du matin. Mais, honnêtement, je ne sais pas quoi chercher. Une tâche au milieu de la régularité de la mer. Bon, Antoine, ce qu'on sait grâce aux rescapés, c'est que la majorité des bateaux quittent la plage en début de soirée, dès qu'il fait assez sombre pour ne pas être vu par les gardes-côtes libyens. Et en général, on les voit surgir à l'aube. Du coup, passé midi, il y a peu de chances qu'on soit sollicité. À midi, on peut se détendre un peu. Faut en profiter, hein. Le 4e jour,
À 6h51 du matin, notre station satellite Inmarsat reçoit un message Telex du Centre de coordination des secours de Rome. Je me précipite pour le lire. Il nous signale plusieurs embarcations en détresse avec plus de 100 personnes à bord. Nous y sommes. La journée s'annonce intense. Mon rythme cardiaque s'accélère. C'est l'inconnu. Nous voilà sur place. Ok. Antoine, Ralph, Erna et Mathias. Vous vous installez dans le canot, on va le mettre à l'eau. Et à peine à l'eau, on met le moteur. Pas de tout. Quand on arrive sur place, on découvre une centaine de personnes, peut-être 150, entassées comme du bétail sur un pneumatique. Le bateau plie sous le poids de leur corps. La scène, enfin je crois, toucherait même les plus xénophobes. Des femmes, des enfants, des nourrissons assis au milieu d'une masse de corps maigres et frileux, immergés dans un mélange d'urine, de vomi, d'excréments, d'essence et d'eau de mer. Les femmes nous supplient du regard de les sortir de cet enfer. Je m'étais préparé à refroidir mon sang, mais en vérité, je suis bouleversé. Heureusement, ma raison reprend le contrôle. Je mets mon cœur en suspension, étanche à toute forme d'émoi. Ok. Les hommes, je mène. Vous vous asseyez sur les boudins du bateau. You sit on the side. Ok? Donc on commence par évacuer les femmes. The woman first, hein? Notamment les plus fragiles. Celles qui sont enceintes d'abord. The pregnant, ok? Je tends les bras pour attraper l'une de ces femmes. Et aussitôt les autres se ruent vers moi, comme une grappe de muscles enlacés. Une vraie scène de lutte pour la survie. Ok, recule le bateau, sinon on va être submergé. Mes deux rescapés s'accrochent et ils tombent dans l'eau. Et ils savent pas nager. Et leurs gilets de sauvetage ne sont pas attachés. Et nous, on les regarde déjà comme des condamnés à mort. Mais on les récupère in extremis. Et finalement, on réussit à prendre une quinzaine de personnes à bord pour faire une première navette vers l'aquarium. Après une dizaine d'allers-retours, l'opération est terminée. On perfore les boudins de leur misérable bateau et on jette le moteur à l'eau. Au moins, celui-là ne pourra plus servir. De retour au port, l'ambiance est étrangement calme. Sur le quai, une centaine de personnes attendent les rescapés. On leur donne une pancarte avec un numéro. On les prend en photo. La Croix-Rouge leur distribue des sacs avec à manger et à boire. On leur donne aussi un document qui décrit leurs droits en 4 langues. On prend leurs empreintes digitales et on les met dans des bus en direction du centre d'hébergement. Les rescapés redeviennent des migrants. Retrouvez Christophe Ondelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. Ondelatte raconte la suite de votre récit. Et nous repartons avec un nouvel équipage. Moi, j'assure la continuité, c'est-à-dire que je me retrouve à former des gens pour une mission que je connais à peine.
Et dès le lendemain matin, nouveau sauvetage. Et on vient de récupérer un bébé camerounais. Il souffre d'une pneumonie. Il est en état de déshydratation sévère. Je dirais pronostic vital à engager. D'après le médecin de Médecins sans frontières qui est à bord avec nous, il est en danger de mort. Heureusement, l'Italie nous envoie un hélicoptère pour amener l'enfant et sa mère à bord d'un bateau militaire. Il est sauvé. Sauvé. Et dans la foulée, nouvel appel. Un remorqueur italien a chargé 250 naufragés et il est en détresse. Nous ne sommes pas équipés pour ça, hein. Nous n'avons pas assez de vivres, hein. Et aucun médecin à bord, hein, pour soigner les cas les plus graves. Notamment les femmes enceintes, les nourrissons malades et les blessés par balle, hein. Nous demandons assistance de toute urgence, hein. Et c'est à nous de tenter d'aller récupérer les naufragés qui sont à bord de ce remorqueur. Et c'est dangereux. En s'approchant trop près du remorqueur, on risque d'endommager notre Zodiac. On va poser des parabattages sur le Zodiac. Ça devrait nous éviter des crevaisons. Et à coup de 8 à 10 rescapés par aller-retour, il nous faut 4 heures pour évacuer les 256 passagers recueillis par ce bateau italien qui n'était pas du tout équipé pour sauver des gens. Le commandant du remorqueur me regarde. Il y a de la reconnaissance dans ses yeux. Nous venons de vivre un beau moment de solidarité entre gens de mer. Par la presse, on est au courant de la responsabilité qu'on nous fait porter sur l'immigration clandestine en Europe. On sait que l'extrême droite nous accuse de jouer les taxis sous couvert de bienveillance humanitaire. Oh putain, regarde ce qu'ils racontent. Ils disent qu'on se coordonne avec les Libyens pour récupérer la marchandise en mer. Et là, regarde. Ils nous accusent carrément, les gars, de complicité avec les trafiquants. Ils écrivent que de la merde, quoi. C'est le début d'une longue campagne de dénigrement. Et notre organisation n'est pas du tout armée pour contrer cette campagne démagogue. On n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour la gloire. Et surtout pas pour l'idéologie. On est là parce qu'il nous semble insupportable de voir des gens se noyer sans tout faire pour les aider. Point. Et non, nous ne créons pas d'appel d'air. Et non, nous n'encourageons pas les migrants. J'ai parlé avec eux. Leur motivation n'a rien à voir avec l'aide qu'ils pourront rencontrer sur leur parcours. Que l'aide existe ou pas, ils braveront tous les dangers dans un seul but. Fuir le désespoir, voire la mort. Sans notre présence humanitaire, leur migration serait tout aussi clandestine, mais bien plus dangereuse. C'est tout. Voilà. Il est 4 heures du matin. C'est une nuit sans lune. L'horizon est invisible. Aquarius, écoute. Nous avons repéré une embarcation forte probabilité qu'elle transporte des migrants en détresse. Vous allez sur zone, je vous envoie le point GPS. On s'approche de la zone. On allume les projecteurs. Difficile de savoir combien ils sont à bord. D'après ce que je vois à la jumelle, je dirais qu'ils sont entre 60 et 100 à bord. Mais nous, plus on s'approche, plus on s'aperçoit que ce bateau en bois est beaucoup plus grand qu'on ne se l'imagine. Alors je colle mon canot au bateau, je monte sur le boudin pour jeter un œil à l'intérieur, et dans le faisceau de ma lampe frontale, je vois des dizaines, peut-être des centaines de personnes tétanisées. Johan pour Antoine. Ils sont beaucoup plus que 100 à bord, hein. Je pense qu'ils sont au moins 400, voire 500 sur ce bateau. 4 à 500. Putain, ça dépasse nos capacités, ça. Mais le bateau ne s'arrête toujours pas. Oh!
Oh, arrêtez le moteur! Stop the engine, stop! Mais aucun n'a l'air de savoir s'y prendre. Ils ont juste l'air de savoir tourner le volant. Tant pis, on fera une bonne partie de l'opération Les Bateaux en marche. Le plus dangereux, c'est quand nous aurons débarqué les personnes du pont supérieur et que celles qui se trouvent à l'intérieur vont vouloir sortir pour respirer l'air frais. Car ce sont elles qui assurent la stabilité du bateau. Merde! Merde, un homme vient de se jeter à l'eau sans gilet. Au prix d'une manœuvre acrobatique, j'ai réussi à le faire monter à bord. On en a déjà évacué 500. Et il en reste plein sur le pont de ce bateau en bois. Je comprends pas, enfin, comment est-ce qu'il peut y avoir autant de monde sur ce bateau? C'est inimaginable. On apprendra plus tard qu'ils étaient 722 sur ce bateau. 722. Record absolu. Et quand on monte à bord, on s'aperçoit que c'est un bateau tout neuf. Le bois est encore frais. Il a été construit spécialement pour la traite humaine. Après les sauvetages, on parle toujours avec les rescapés. Ils nous racontent qu'ils étaient assis tête bêche, les genoux sur le front, les bras autour des tibias, sans 1 centimètre de marge pour bouger. Il a fallu 2 heures pour les embarquer dans le petit port de pêche de Sabrata, en Libye. And how much did you pay? How much? Oh, $2,000. Ils ont payé 2 000 € chacun pour cette traversée. 2 000 €. La traite humaine est une activité économique à part entière. Et franchement, on ne peut pas construire un bateau de 20 mètres et charger dessus 722 personnes sans que les autorités libyennes ne soient d'accord. Ils cautionnent ça, c'est sûr et certain. Le trafic d'êtres humains n'est pas que l'affaire de quelques milices insoucieuses. C'est un contributeur direct de l'économie nationale libyenne. Un avion militaire européen vient de signaler une nouvelle embarcation en détresse. C'est un pneumatique. Je peux pas vous dire combien il y a de personnes à bord. Il faut qu'on y aille. Heureusement, un bateau militaire irlandais vient de surgir de l'horizon. Ils nous promettent qu'ils vont s'occuper de détruire le bateau en bois qu'on vient d'évacuer. Sur place, je constate que leur embarcation est en bon état. Mais ils sont en panne. Ils sont en panne depuis plusieurs heures, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Malheureusement, avec les 722 personnes qu'on a à bord de l'Aquarius, impossible d'embarquer une personne de plus. Impossible. Alors on reste plus de 2 heures, bord à bord, avec eux. Seul, why do we wait? Pourquoi on attend? Ah ben on attend du renfort. Ils croient tous que l'Europe est proche. C'est ce que leur ont dit les passeurs. Mais non, l'Europe est à plus de 300 kilomètres d'ici. Sur le pneumatique, une femme assise à l'arrière me fixe avec désespoir. Et dans le fond de ses yeux brûlés, je perçois sa fatigue et sa douleur. En quoi cette femme mérite-t-elle un tel sort? Comment certains peuvent-ils croire que son instinct de fuite est une menace à combattre comme on combat une idéologie ou un ennemi? Si je tends la main à cette femme qui semble avoir mon âge, c'est parce que l'histoire de nos peuples se touche ici, au milieu de la Méditerranée. Elle est dans une position de détresse, et moi de secouriste. L'histoire est ainsi faite. C'est un navire de Frontex qui récupérera ses passagers. Un bateau qui a pour mission d'habitude d'intercepter les embarcations. Et s'il intervient aujourd'hui, c'est parce que toutes les capacités de secours sont dépassées.
Les autorités italiennes nous communiquent le soir même le bilan de la journée. 6000 personnes ont été secourues aujourd'hui sur 39 embarcations en détresse. 9 personnes se sont noyées, dont une femme enceinte. Ma mission est terminée. Le soir de notre arrivée au port de Catane, en Sicile, je reçois un appel de l'un des responsables de SOS Méditerranée en France. Nous voulions vous proposer de rejoindre le siège de l'organisation. Votre expérience à part et vos compétences en matière d'organisation aussi sont intéressantes. On a besoin de gens comme vous, Antoine. J'accepte sans trop hésiter. Je m'engage à construire sur le long terme, pierre par pierre, un dispositif humanitaire encore balbutiant. Ce soir d'octobre, sur les quais de Catane, je lève les yeux vers la sortie du port. Il est temps de dire au revoir à ma vie de marin. Cette vie que j'ai tant appréciée et qui m'a tant appris. Et je veux vous le dire. Notre ambition n'est pas de sauver toujours plus de vies pour honorer nos consciences. Non, la finalité est de ne plus avoir à le faire, de ne plus avoir à revenir à bord de l'Aquarius pour y défier la mort. Mais comment convaincre quand on a le rôle de l'accusé? La tâche est ardue. J'ai tiré cette histoire du livre d'Antoine Laurent aux éditions Quéro, Journal de bord de l'Aquarius. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.